Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette table ronde consacrée à l'artisanat. Ensemble, nous allons évoquer le moment charnière dans la vie de tout créateur, où l'artisanat devient une entreprise et où le geste se transforme en marque. Comment grandir, se structurer, gagner en visibilité, sans perdre son âme? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir 4 créateurs aux univers différents. Myrtille Rontex, la fondatrice d'Atelier Monochrome, une marque d'art de vivre spécialisée dans la céramique sur mesure. Christelle Desmurger et Sacha Stork, les 2 cofondateurs de Black Alchemy, une marque de joaillerie lyonnaise. Et Pauline Vincent, la fondatrice des éditions La Romaine, une marque d'art de vivre et de décoration. Alors pour débuter cet échange, j'aimerais que vous puissiez nous présenter brièvement votre parcours et la rencontre qui s'est faite avec l'univers dans lequel vous avez décidé de vous spécialiser et de créer votre maison. Peut-être Pauline, si tu veux commencer. Donc un petit mot sur mon parcours. Bonjour à tous. Moi, j'ai fait des études, une école de commerce, et j'ai fait l'Institut français de la mode. Et donc, pour moi, c'était vraiment la mode. Et j'ai commencé ma carrière aux Galeries Lafayette en tant qu'acheteuse pour la mode femme. Et c'est marrant parce que en venant ici, je me suis rappelée, et je me rappelle toujours ce moment très important, c'est quand j'avais signé mon CDI, j'avais 25 ans. J'étais vraiment acheteuse mode femme, c'était mon job de rêve. Et je déambulais dans les couloirs des galeries et je ne sais pas pourquoi j'avais des objets en tête. Et alors qu'à l'époque, les objets, c'était pas du tout c'était pas la mode, c'était pas vraiment. Mais je l'avais vraiment en tête et je me disais un jour, il y aura des objets dans ma vie professionnelle. Et je pense que c'est un peu le point de départ. Et en fait, en réfléchissant à toute la genèse de mon projet, ça vient pas de nulle part parce que ma grand-mère et ma tante avaient une boutique de décoration en Provence, à Angers. Et donc, toute mon enfance a été bercée par l'objet, l'art de la table, l'objet décoratif, le mobilier, le petit mobilier, le textile. Et je pense que c'était rangé dans un coin de ma tête et c'est ressorti au moment du Covid, en fait, où j'avais vraiment très envie de monter un projet personnel et tout est ressorti comme ça. Ok. Il me semblait aussi que dans ton travail aux galeries, il y avait déjà cette démarche de curation d'espace qui mêlait des objets de mode, des objets d'accessoires, du lifestyle. Oui. En fait, quand j'étais aux galeries, aux achats, déjà, je m'étais spécialisée dans la création d'univers multimarques au sein des grands magasins. Donc, en gros, moi, j'étais en charge de repérer toutes les marques émergentes et mélanger des marques de prêt-à-porter, d'accessoires, essayer de trouver un peu les petites pépites. Donc ça, c'était au sein des Galeries Lafayette. Et après, j'ai travaillé pour leur fondation d'art contemporain, Lafayette Anticipation, qui a ouvert en 2018, il me semble, dans un lieu magnifique qui a été dessiné par Rem Koolhaas, l'architecte Rem Koolhaas. Et moi, j'avais créé la boutique de la fondation. Et c'est là où c'était un multimarque très, très arty, avec une offre très, très pointue, très niche, qui était censée suivre la programmation de la fondation. Et là-dedans, on retrouvait un peu le meilleur de la création contemporaine, que ce soit au niveau des livres, des éditions avec les artistes. Il y avait une petite sélection hyper pointue de mode, d'accessoires, et il y avait des objets. Il y avait des vases, on travaillait avec des céramistes, j'allais chercher des verres à Londres, fait par un souffleur de verre incroyable. Et donc, il y a eu cette partie de curation d'objets qui, d'une part, moi, m'a énormément plu, d'aller chercher en fait, l'objet qu'on retrouve nulle part ailleurs, qui a une vraie signature, qui est contemporain, qui raconte quelque chose de notre époque, qui est en fait à collectionner. Et en même temps, il y a eu j'ai vu un vrai écho de la part de notre clientèle directement dans la boutique. J'ai fait pas mal d'événements sur plein de formes différentes. Et c'est vrai que j'ai senti qu'il y avait quelque chose dans notre époque où l'univers de la maison au sens large, mais traité de façon très niche, en tout cas tel que je l'avais expérimenté, avait un écho. Un peu comme si l'univers de la table ou de la maison devenait un peu l'accessoire de mode ultime. Voilà.
Oui, tu as cette formule que je trouve très élégante de dire que la table, en fait, aujourd'hui, et tous les accessoires qu'on vient placer dessus sont une façon de... C'est comme des bijoux qu'on Oui, vient c'est ça, c'est poser comme des bijoux de pour table. affirmer son style. Ouais, exactement. Ok, super, merci. Et Christelle et Sacha, vous aussi, vous venez d'univers créatif, mais pas de la joaillerie. Quels sont vos backgrounds respectifs? Bonjour à tous. Donc moi pour mon parcours, j'ai fait 7 ans d'école d'art à l'école Émile Cole en particulier et une précédente école juste avant. Et c'est vrai que j'étais pas destinée à aller dans l'univers de la joaillerie. Mais j'ai fait une formation effectivement très académique, basée sur des ateliers Renaissance, avec une formation assez riche, aussi bien de la sculpture, de la peinture, de l'illustration. Qui m'a amené à ouvrir un studio artistique en 2010-2011 sous le nom de Nuancé, où je présentais à la fois des pièces, des peintures, des sculptures, des t-shirts sérigraphiés, enfin, c'était assez vaste. À une époque, je pense, où le côté pluridisciplinaire était un petit peu moins valorisé qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que quand les clients venaient, donc c'était Pignon sur rue, étaient un petit peu perturbés par mais du coup qu'est-ce que vous faites tout ce qui se trouve dans cet espace, c'était un petit peu compliqué. Et le bijou était quand même très présent dès le début. Je chinais des pièces que je montais pour en faire des bijoux, et je sculptais aussi du papier mâché pour en faire des bijoux, sauf qu'en termes de durabilité c'était un petit peu limité. Et un jour, j'ai rencontré un sculpteur qui, j'avais vraiment besoin en fait d'avoir un signe, d'avoir vraiment quelqu'un qui m'aiguillait et d'avoir vraiment. C'est comme si j'avais plein de clés, mais je ne savais pas quelle porte ouvrir et j'avais l'impression de rien approfondir vraiment, comme j'étais sur plein de tâches différentes. Et donc un jour, j'ai rencontré un sculpteur qui m'a dit, tu sais qu'on peut sculpter une cire et en faire des bijoux. Et à partir de là, ça a été comme une lumière divine qui m'est tombée dessus. C'était juste une évidence. Et après, ça a déroulé. J'ai été dans différents magasins d'outillage. Et l'idée, c'était vraiment de retranscrire en fait, cet apprentissage de la sculpture sur des gros blocs d'argile, initialement, et d'en faire des bijoux qui ne soient pas, comme j'avais l'impression, assez mous, assez lisses, assez polis, mais plutôt texturé, vraiment comme si on avait vraiment le geste dans la matière, avec effectivement des textures, même si c'est moulé par la suite, qu'on ait vraiment ce sentiment que ça a été sculpté à chaque fois. Et alors, Sacha, le binôme fonctionne bien parce que vous êtes très complémentaires. Oui, exactement, le binôme fonctionne bien. Moi, en fait, rien à voir. J'ai étudié l'informatique et l'électronique, ce qui me permet aujourd'hui d'être plus axé sur le numérique de ce qu'on propose, enfin en tout cas sur la partie photographie, vidéo, le site internet, etc. Donc en fait, moi je suis tombé un peu dedans par hasard, en rencontrant Christelle en fait, voilà, tout simplement. Et effectivement, le côté complémentaire a tout de suite fonctionné. Puisque du coup, moi, mon but premier au départ, c'était de mettre en lumière le travail de Christelle à travers la photographie. Alors pareil, j'avais pas du tout de background photographe. Je suis tombé dedans aussi un peu comme ça. En fait, il fallait bien prendre des photos de ce que Christelle faisait. Donc je me suis lancé un peu dans l'aventure comme ça, sur base de tutos YouTube. Donc c'était très... mais bon, moi j'ai un peu une passion, je suis un peu le geek de la bande et en fait ça me va très bien et c'est comme ça que j'apprends beaucoup aussi. Donc on a décidé effectivement de se lancer ensemble dans l'aventure et en fait ça fonctionne bien justement dû à cette complémentarité et voilà, sans vraiment un gros background de joaillerie avec beaucoup de techniques, etc. On est parti un petit peu à l'aventure naturellement. Sans une direction, enfin, le fait de ne pas avoir une formation classique aussi, ça permet d'avoir un champ des possibles et de ne pas se contraindre à une technique et d'avoir une grande liberté en fait. Et alors Myrtille, vous êtes directrice artistique, graphiste, mais oui, c'est la céramique qui a changé votre parcours. Oui, effectivement, j'ai une formation de graphiste et DA. J'ai fait une école qui s'appelle Penningen à Paris. Ensuite, j'ai travaillé en agence. J'étais sur une partie dédiée au papier de création, vraiment à l'édition publicitaire. Donc, je travaillais pour des marques de luxe essentiellement.
creuser le sujet. Voilà. Alors c'est ça justement qui m'intéresse, c'est ce moment en fait où en tant que créateur on trouve sa patte et petit à petit on comprend que c'est ce qui va faire la signature de sa marque et c'est cette proposition-là qu'il va falloir tenir et dérouler, en tout cas au début, pour commencer à attirer une clientèle et la fidéliser. Donc vous, c'était les fleurs, mais je crois qu'il y a aussi une première commande de 3 designers. Oui, qui a exactement. un peu tout changé. Oui, parce que c'était un très beau restaurant dans le DIFC, donc dans la partie financière de Dubaï. Donc c'était déjà des beaux projets avec des concepts très aboutis. Donc c'était vraiment chouette de participer à cette aventure. Et en l'occurrence, les 3 designers étaient quand même très connus dans la région. Khalid Safar, Kouloud Tani et une designer de bijoux. Donc de travailler avec eux, d'abord, c'était très intéressant. C'était vraiment super. En plus, c'était des gens hyper abordables, hyper ouverts, qui étaient vraiment très excités à l'idée de ce petit projet, mais qui était différent pour eux et qui était vraiment un dialogue. Il y avait beaucoup d'interactions. Donc ça, c'était très intéressant. Et donc, je me suis rendu compte que c'était un médium qui interpellait, en fait, parce que la céramique, c'est quelque chose de très vaste, en fait. On peut vraiment tout envisager. Et c'est assez rapide comme exécution. Donc, on a tout de suite un résultat et un rendu. Donc, on peut aller vite dans le process. Et donc, ça facilite l'interaction, en fait. Ok, merci. Et alors, Christelle, ce qu'au début, c'était vous sur la partie création, en tout cas la joaillerie féminine, même si Sacha maintenant s'exerce aussi avec succès à la joaillerie masculine. Et alors, très vite, la signature, c'était autour de cette inspiration un peu mi-vintage, mi-naturaliste. Est-ce que vous pouvez nous décrire davantage ? Le côté vintage, en fait, c'est des clients qui nous le disent, mais je ne sais pas vraiment de quoi ça vient. Je ne sais pas si ça vient de quelque chose qui a l'air d'avoir été fait main, qui peut-être aujourd'hui se perd un petit peu avec la 3D. On est vraiment toujours sur un travail de cire perdue. Donc, c'est vraiment un processus où je trouve que ça ressemble vraiment beaucoup à ces blocs d'argile qu'on sculptait pendant 8 heures chaque semaine à l'école Émile Cole. C'est vraiment le même travail, dans le sens où on a un bloc de cire et qu'on vient en fait enlever de la matière et faire apparaître la forme. Généralement, même pour des commandes sur mesure pour des clients, c'est assez rare que je fasse des croquis 2D parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aller directement au volume. Je trouve que faire un croquis 2D, des fois, ça fige un petit peu les choses. On n'a qu'un point de vue et certains clients peuvent avoir l'impression que c'est pas exactement une copie-collée de ce qu'ils ont pu voir sur la 2D. Moi, voilà, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce côté sculptural, en fait, avant tout. Et comme je l'expliquais, quand j'ai été donc dans ces fameux magasins d'outillage, l'idée c'était de retrouver cette technique qu'on utilisait sur l'argile. En fait, c'était un de nos profs d'Émile Cole, c'était très simple. C'était comme il nous faisait couper un manche à balai, donc vraiment un cylindre en biseau, et on travaillait en fait avec cet outil-là. Et au bout de plusieurs heures de travail, forcément le bois en fait commençait un petit peu à s'abîmer, et ça faisait comme une trame en fait, comme si ça hachurait finalement la sculpture en argile, et ça donnait vraiment une texture très particulière, plutôt que de lisser et de faire quelque chose encore une fois d'un peu mou et l'idée, c'était vraiment de retrouver ce même rendu sur la cire et donc de ne pas aller limer pour faire apparaître la forme de manière ronde, mais vraiment de taper dans la matière pour avoir des angles saillants et une trace, en fait. Vraiment la trace de l'outil dans la matière. Okay. Et Pauline, vous aussi, vous avez défini assez rapidement quels allaient être un petit peu les fondamentaux du concept d'édition La Romaine. Oui, donc moi, donc en juin 2021, c'est pareil, après la naissance de ma fille, j'ai eu cette volonté d'enfin faire un projet personnel et je suis partie de ce que je savais faire, donc de la curation, mais de façon beaucoup plus personnelle et beaucoup plus précise. Donc autour du thème de la fleur, j'avais choisi en fait comme un commissaire d'exposition une thématique et autour de ce thème de la décliner en réunissant designers, artistes, artisans. Des choses qui existaient déjà, que j'allais chercher, des choses que j'ai dessinées, que j'ai fait faire par des artisans et des commandes auprès d'artistes ou de designers.
Et j'ai lancé ça en ligne avec on avait fait l'identité visuelle, elle était carrée, elle était vraiment, j'avais vachement bossé dessus. On avait fait un très très beau shooting, très immersif, en mettant en scène toute ma petite capsule qui, de mémoire, ce premier thème, il réunissait une 60aine de talents différents. Et donc il y avait vraiment cette idée plutôt de curation, de proposition d'objets pour la maison, pour la table. Et au fur et à mesure, dans cette première thématique, il y avait les fameux verres à pied colorés de Biot. Donc, qui sont des verres à vin qui existent depuis 60 ans, qui sont produits dans la région de Biot. Et ça, je les avais achetés auprès d'un maître verrier qu'on m'avait présenté, vraiment bouche à oreille comme ça, qui est toujours basé là-bas. Et parmi, une fois qu'on a lancé, il y a eu une vraie réponse, il y a eu un vrai succès commercial, presse, notoriété. Et donc je me suis dit, on continue. Et c'est vrai que pour parler de la matière, le verre, c'est quelque chose qui aujourd'hui est un peu signature chez La Romaine Édition. Et ça s'est fait de façon très, très, très... c'était pas du tout calculé, quoi. Et ce qui est... Je rejoins aussi ce que tu disais sur l'immédiateté, c'est que le verre, il n'y a pas besoin forcément de moule. J'ai une idée en tête, je fais un petit croquis, le lendemain, le verrier peut le traduire et peut m'envoyer un prototype physiquement le jour d'après. Donc il y a quelque chose de très immédiat, très rapide, qui, je pense, qui a expliqué le fait que moi, je m'intéresse vraiment à ça. Et après, il y a la couleur, il y a la brillance aussi, il y a ce côté précieux, fragile et surtout illimité en termes de forme, quoi. Et ça, je pense que cette liberté-là, elle m'a vachement fascinée. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on fasse une pause 2 secondes sur la façon dont vous avez construit votre identité de marque, qui est très affirmée, comme on peut le voir aujourd'hui sur vos réseaux sociaux, comme sur votre site internet. Quelle a été l'étape la plus déterminante? Est-ce que c'est de choisir le nom, le logo, l'identité visuelle, même le tone of voice, le ton de la voix avec lequel vous allez vous exprimer dans vos écrits, vos communications? Est-ce que vous êtes fait accompagner pour ça? Oui, alors moi ça a été toute cette période, donc 6 mois avant le lancement, j'ai tout mis sur papier, vraiment en fait un peu mon projet idéal, ma marque rêvée, qu'est-ce que ce serait ma marque. Et là, c'est défini tout l'univers, tous les mood boards, toutes les photos d'inspiration, et le nom est arrivé assez rapidement. En fait, ça fait écho à... c'est un hommage à Vaison-la-Romaine, qui est une ville dans le Vaucluse, d'où est originaire la famille de mon père, et qui a la particularité d'avoir des ruines romaines à ciel ouvert dans la ville. Donc j'aimais beaucoup le fait que ça puisse parler de Méditerranée, de Provence, d'authenticité, d'héritage aussi. Et je me suis fait accompagner par une directrice artistique avec qui on a travaillé sur tout le logo, toute la charte, toute l'identité visuelle. Et je pense que ce travail, moi, c'était clairement des sujets qui m'intéressaient vraiment, l'image, l'identité, etc. Mais d'être accompagnée en plus par quelqu'un d'expert qui a travaillé pendant très longtemps avec Franck Durand et qui maintenant est chez Chanel, ça a permis de... Il y avait pas... Voilà, la marque, elle a été installée tout de suite et c'était très, très clair. Et je pense que ça a permis d'avoir un impact rapidement auprès des clients, quoi. Et Christelle et Sacha, vous avez tout fait en binôme. Homemade, totalement. Oui, non, mais vraiment, le logo, on l'a dessiné tous les deux. On a commencé, vous avez terminé, oui, c'est ça. D'accord un peu sur tous les éléments. Oui. Ça vous a pris combien de temps à peu près? L'ensemble, quelques mois, mais on a fait un premier site internet. Mais en fait, c'est vrai qu'on a une DA qui simplement nous ressemble à tous les deux, donc c'était pas forcément un gros travail complexe du fait que c'était très sincère. Non, voilà, ça s'est fait de manière très, très naturelle, très organique. En fait, on n'avait aucun plan. On s'est dit, on a envie de partager un petit peu de nous, et c'est ce qu'on va faire. Donc, en fait, on s'est dit,
On a besoin d'un logo, donc on va le dessiner. Enfin, je veux dire, on est capable de dessiner un logo. En plus, avec le parcours de Christelle, effectivement, qui nous a beaucoup aidé. Mais même sur la direction artistique, on n'avait pas vraiment de plan. On n'a pas réfléchi pendant des heures, pendant des mois, un petit peu quand même au départ, c'est vrai, mais finalement, c'est venu vraiment à l'instinct. On s'est dit que on avait effectivement envie de partager un petit peu de nous. Et puis la DA n'a pas changé, en fait. Elle reste vraiment dans la même cohérence. On ne s'est pas dit, effectivement, il y a 2 ans, on revoit tout, on change, on passe sur une nouvelle identité. Enfin, l'avantage, c'est que comme c'est sincère et qu'on n'est pas forcément dans une recherche de plaire à tout prix ou de tendance, on a le sentiment que ça perdure et que ça nous ressemble toujours autant. Donc, l'idée, c'était d'être vraiment le plus authentique possible pour partager ce qu'on aime, ce qu'on vit, ce qu'on ressent. C'était vraiment important pour nous, plutôt que de partir sur une identité qui ne nous ressemblait pas. En fait, on avait vraiment envie que ça nous ressemble. Donc voilà comme c'est parti. Okay. Et Myrtille, comment s'est passé ce travail de structuration, définition de l'identité visuelle ? Alors, le nom, c'est vraiment une étape très délicate parce que c'est très difficile de trouver un nom qui nous ressemble et qui est disponible aussi, parce qu'il y a cette partie-là. Hein. C'est vrai. Parfois, on trouve des choses qui nous plaisent, mais bon, voilà. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que Atelier Monochrome, c'était disponible, à ma grande surprise, parce que je trouvais que c'était quelque chose qui pouvait englober pas mal de choses, mais finalement, voilà. Et même si c'était un petit peu long, je trouvais qu'il y avait un côté doux et un parti pris quand même assez fort, qui me ressemblait, qui faisait aussi référence à l'art. Donc ça me plaisait. Au départ, c'est moi qui ai tout fait, parce que j'ai donc une formation de DA. Donc, voilà. Et puis par souci de budget aussi, pour mettre de l'argent dans autre chose. Donc j'ai commencé par ça et j'ai passé 3 mois intensifs sur le site internet. Vraiment, ça, j'étais full time là-dessus. Avec les pièces que j'avais déjà faites, les photos que j'avais. Enfin, voilà. Donc c'était vraiment l'idée de poser une identité. Donc au départ, comme c'était assez spontané, c'était facile parce que voilà, c'était authentique, sincère. Je savais ce que je voulais, etc. Et puis après, avec les années, en travaillant sur plusieurs projets, en travaillant pour plusieurs personnes différentes, sur différents thèmes, ça pouvait être aussi bien pour des marques que pour des architectes, que pour du luminaire, de l'art de la table. Voilà, j'avais l'impression que ça partait un peu dans tous les sens. Et là, j'étais un petit peu perdue et j'ai eu envie d'avoir un regard extérieur, que quelqu'un ait un regard sur mon travail pour pouvoir prendre du recul et regarder plus en hauteur où j'en étais en fait. Et donc j'ai pris une stagiaire de Benningen, donc, parce que je me suis dit je sais comment il fonctionne et tout ça, c'est sympa. Et donc ça m'a pas mal permis de dégrossir, parce qu'en devant briefer quelqu'un, on est obligé de prendre du recul sur ce qu'on va vouloir demander et faire. Donc ça, c'était très intéressant. Mais il manquait la partie pro, de vraiment pouvoir mettre concrètement, finaliser les choses et les mettre en forme de manière beaucoup plus professionnelle et avec un regard beaucoup plus carré. Donc là, j'ai fait appel à Studio 421, à ma sœur, qui a gentiment accepté cette mission, parce que c'est pas évident comme rôle. Justement de baliser et de mettre de côté des choses et de mettre en ordre, etc. Ça peut être un rôle un peu difficile, pas forcément évident, mais il est primordial vraiment de remettre de l'ordre, de reclassifier, de choisir, parce que moi j'ai beaucoup de mal, parce que choisir c'est renoncer, donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Donc du coup voilà, ça m'a permis et puis il y avait aussi cette relation de confiance qui est très importante, et à un moment de dire vas-y, choisis et ce sera la bonne direction, et puis après de recadrer ensemble, etc. Donc c'était un bon ping-pong. Voilà. Alors une fois qu'on a défini sa vision, arrêté son positionnement, il faut s'atteler à structurer son activité. Et pour ça, il faut connaître
assez précisément ses clients. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui sont vos clients aujourd'hui, comment se décompose grossièrement votre chiffre d'affaires et est-ce qu'il y a eu une évolution depuis le lancement d'Atelier Monochrome ? Oui, complètement. Parce que moi, c'est vrai que j'ai toujours un peu l'impression d'avoir fait les choses à l'envers, parce que je ne suis pas arrivée en me disant je vais ouvrir mon atelier, je vais monter une marque et je vais faire de la céramique. En fait, tout ça s'est fait un peu au fil de l'eau et au fil des rencontres. Donc vraiment étape par étape, sans vision décidée et déterminée au départ. Donc ça, pour moi, c'est ce qui est le plus difficile, parce que même encore aujourd'hui, j'attends toujours un peu le fameux déclic en disant ah bah, c'est ça précisément que je vais créer. Moi, je me laisse plutôt porter par les rencontres et les projets. En revanche, j'ai quand même vu que dans les projets qu'on me demandait, auxquels je répondais, il y avait quand même un fil conducteur qui était vraiment le sur-mesure. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient tout le temps. Et que ce soit pour un particulier ou pour une marque de luxe ou pour un événement, il y a vraiment cette volonté de créer avec quelqu'un en face qui a envie de réaliser un projet. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et donc ça peut être aussi bien pour des marques de luxe, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quand même les plus gros prescripteurs dans notre domaine pour les artisans, et puis les architectes d'intérieur aussi. Alors là ça va plutôt être pour la maison, donc les marques de luxe ça va plutôt être pour l'événementiel ou la réalisation de prototypes aussi pour des lancements de produits. Et les architectes d'intérieur ça va être plutôt pour hôtellerie, ou gros projets, hôtels particuliers, résidences avec pas mal de pièces à faire, luminaires, miroirs. Moi j'aime bien scénographier, raconter des histoires. Donc c'est vrai que par exemple il y a une pièce que j'aime beaucoup, c'est le vestibule, l'entrée, parce que c'est une zone qui raconte beaucoup de notre maison ou d'un lieu d'accueil. En fait c'est là où on commence à rentrer dans un univers et une transition. J'avais fait une exposition aussi pour la Design Week comme ça sur le sujet, ça s'appelait Rituels et refuges, justement sur toute cette transition entre le monde extérieur et le monde plus intime. Donc j'aime bien raconter des histoires et donc je crée des objets pour mettre en forme cette narration. D'accord, donc plutôt du B2B alors au quotidien, Oui, assez peu de particuliers. Oui. D'accord. En fait les particuliers je les rencontre parce que mon atelier est à Pignon-sur-Rue. Il est rue de Verneuil et donc il y a des gens qui rentrent, c'est ouvert quand je suis présente à toute personne qui veulent venir me rencontrer ou découvrir les objets que je crée. Donc c'est plutôt à ce moment-là que je rencontre les particuliers. Ok, merci. Christelle et Sacha, vous, c'est dès le départ, vous avez trouvé votre clientèle de particuliers à Lyon. Est-ce qu'on est toujours sur cette tendance-là ? Oui, effectivement, on a eu la chance d'être Pignon-sur-Rue tout de suite, donc forcément le passage boutique, l'attrait de la vitrine et puis le fait d'être dans un quartier historique en plein cœur de Saint-Jean a aidé aussi. Après, on a mis le site en place, Instagram, donc les réseaux font que les gens se déplacent, viennent de plus loin. Voilà, ça crée un trafic plus important. Et puis comme voilà, on est une ville un peu centrale, l'avantage c'est que ça permet de passer nous voir pour des projets d'alliance, de bagues de fiançailles. On a réalisé l'un de nos plus gros projets l'année dernière pour une bague de fiançailles avec un diamant de 4 carats GIF avec une création sur mesure en pièces uniques, vraiment haute joaillerie. Grâce à quelqu'un qui est juste passé dans notre vitrine. Bon, il s'avère que c'était un dimanche, on était fermé. Il est repassé le lundi, on était encore fermé, mais déterminé. Il a relevé le nom et 6 mois plus tard, il nous a contactés pour faire une création sur mesure en pièces uniques. Donc ça tient pas à grand-chose, mais c'est vrai que le côté Pignon-sur-Rue, ça crédibilise aussi. Et les clients qui nous connaissent via les réseaux, via le site, de savoir qu'on a un point fixe, ça les rassure. Vraiment. Donc oui, après une clientèle qui a évolué, on le sent, des clients qui avaient peut-être 25-30 ans, il y a 10 ans, aujourd'hui se marient, et puis ont plus de budget aussi du fait de leur situation professionnelle. Et donc, oui, nos collections ont évolué aussi principalement par rapport aux clients en fait, qui nous demandaient par exemple de retravailler avec des pierres de famille, donc des diamants taille ancienne, de remonter certaines
certaines très belles pierres, et donc forcément plus sur de l'or. Et c'est vrai que les collections au départ étaient plus en argent noirci ou en vermeil, et aujourd'hui sont beaucoup plus en or pour le coup. Ouais, donc il y a eu toute une montée en gamme Oui. de vos collections avec un univers bridal qui, j'imagine, s'est développé. Oui. Voilà. L'avantage que l'on a dans notre métier, c'est qu'on peut faire aussi des prototypes qui donnent l'impression de l'or dans les 3 ors avec des oxydes. Et donc on a l'impression, là typiquement j'ai quelques pièces que je peux faire passer aussi, où on a sur certaines d'entre elles des oxydes qui donnent une impression de diamant. Et donc nous on peut vraiment proposer en boutique des prototypes pour montrer le rendu final. Et donc ça permet même de faire des photos, de les shooter, de faire des vidéos, et sans sortir de la matière, sans avoir à acheter des diamants. Et alors Pauline, ce qui est intéressant, c'est que vous avez commencé en ligne avec une clientèle plutôt parisienne. Ouais. Et ensuite, vous avez évolué. Oui, c'est ça. Oui, quand je me suis lancée, donc quand j'ai fait le lancement de la Romaine, c'était en ligne, donc avec une clientèle parisienne ou prescriptrice ou internationale, mais en tout cas qui lisait beaucoup la presse ou beaucoup sur Instagram. Et assez rapide, oui, au bout de 4 mois, on a été au Bon Marché en pop-up. Donc, on a aussi testé le retail physique qui a super bien marché. Après, on était vraiment sortis de Covid où tout marchait. Un revenge shopping. Ouais, exactement. C'était assez fou. On vendait des verres de Murano à 160 € l'unité. Ça partait vraiment. Les gens en achetaient x6, x10. Je me souviens, il y a eu vraiment un avant et un après. Ça, c'était février 2022. Et ouais, entre ça et septembre 2022, il y a eu une vraie différence de consommation, je trouve, physiquement. Et à ce moment-là aussi, quand je pense au fur des éditions, a commencé à avoir l'intérêt des distributeurs, des revendeurs. En wholesale. Et c'est là où j'ai dû repenser un peu toute l'offre pour la structurer. Le wholesale était déjà dans ma tête avant le lancement en me disant il faut que... j'imagine que la marque propre de la Romaine Édition, il faudra qu'elle soit revendue dans les... Moi, je viens des grands magasins, donc j'avais vraiment cette logique-là en tête. Mais il a fallu revoir, structurer l'offre, les prix, les marges, qui n'avaient pas forcément été anticipés. Et c'est vrai que la curation, on est passé d'un modèle de curation à un modèle de marque, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'au début, c'est de la sélection auprès de différents artisans. Et après, petit à petit, vous avez développé, vous dessiniez vos modèles que vous faisiez fabriquer. Ouais. C'est devenu la dominante. Oui, exactement. D'accord. Donc, il y a eu un changement de, on va dire, creative sourcing. Oui. Et après, une montée en gamme forcément des prix parce que vous avez intégré une logique wholesale. Ouais, exactement. D'accord. J'avais aussi une autre question concernant les outils, les méthodes que vous utilisez pour professionnaliser et structurer votre activité, que ce soit relatif à l'univers de la communication, de la logistique, de la gestion. Quels outils vous aident au quotidien sur lesquels vous vous appuyez pour être plus efficace ? Aucun. Non. Alors, au niveau outils, process et tout, ça, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire de mon côté. Le site internet, il est il est sur Shopify. Okay. Donc ça, c'est un peu la base pour le coup. Site internet, il faut vraiment travailler sur Shopify. Après, oui, on a un logiciel de gestion de stock. Mais en fait, on est en train... Là, j'ai ouvert une boutique en mai dernier et typiquement, aujourd'hui, on a 2 systèmes de caisses différentes entre le site et la boutique. Et là, l'idée, c'est de tout réunir sur Shopify parce que Shopify a aussi une fonction Shopify point de vente. Vous l'avez ? Oui, nous, on a mis du temps à y venir, mais c'est ça. On a mis... Voilà. Ok. Ouais. Bon, moi, c'est mon objectif. Oui, parce qu'ils sont pas faciles à attraper. Le système de caisse de Shopify était en rupture. Je sais pas pourquoi. Okay. Nous, du coup, on l'utilise vraiment sur la partie. Et donc, tous vos stocks sont mutualisés là-dedans et tout. Ça a été un vrai tremplin, du coup, pour nous. Hein, j'imagine, en analyse de vente. Exactement, pour tout. Ça nous a apporté de la data, de la donnée, de la possibilité d'envoyer des newsletters de manière automatisée, un fichier client. Les newsletters, c'est pas via Klaviyo ?
Non, on les fait directement avec Shopify. Ah ouais, Voilà. bon bah voilà. Donc, j'ai du travail. Ouais, nous, ça nous a beaucoup apporté, effectivement. On a commencé de manière très artisanale, donc même au niveau de la facturation, moi, à chaque fois, quand on vendait quelque chose, je passais mes week-ends en fait, à faire les factures de ce qu'on avait vendu pendant la semaine. Donc, Ouais. enfin, en gros, donc ça nous prenait vraiment beaucoup de temps. Aujourd'hui, c'est tout informatisé. En gros, en quelques clics et quelques boutons, ça va beaucoup plus vite. Du coup, c'est un vrai gain de temps. Donc, effectivement, de tout uniformiser via Shopify, nous, ça a été un gros plus. Gros plus. Faut vraiment que je le fasse. Ouais. Et la partie wholesale, elle est traitée indépendante parce qu'au début, je la faisais sur Shopify. J'envoyais des commandes à mes revendeurs en impliquant des remises. Et en fait, Shopify est pas vraiment très, très adapté au wholesale. Donc ça, on a un système de facturation qui est relié à notre comptabilité classique, quoi. Et Myrtille, est-ce que vous avez des outils sur lesquels vous appuyez au quotidien ? Alors, j'ai travaillé avec une plateforme en fait, qui ne fonctionnait pas du tout et qui a mis un énorme bazar dans ma compta pendant 2 ans. Donc, j'ai arrêté et je suis revenue au bon vieux tableau Excel qui, je dois reconnaître, fonctionne très bien. Et je me suis vraiment familiarisée avec cette application, enfin ce software, et je l'utilise aussi pour beaucoup de choses en fait, même au niveau des plannings. Alors c'est pas du tout sexy, surtout moi qui suis graphiste et qui travaille beaucoup avec Apple. J'ai eu du mal à vraiment passer le cap parce que pour moi c'était affreux. Donc j'ai mis cet aspect de côté et en fait on peut quand même vraiment faire beaucoup de choses avec des tableaux et des recoupements d'infos, même en CRM, etc. On peut quand même vraiment faire beaucoup de choses avec ça. Et il va falloir que je revienne à un système de compta parce que la facturation va être modifiée à l'année prochaine. Il va y avoir un système obligatoire. Donc il va falloir que je trouve le bon logiciel. On va tous être concernés là. Voilà. Vous êtes tous lauréats du programme Émergence. Je voulais savoir en quoi ce programme a été un tremplin pour vous, à la fois pour votre marque, mais également d'un point de vue personnel en tant que dirigeant à double casquette, dirigeant d'entreprise et créateur artisan. Non, moi, je n'ai pas fait le programme Émergence. Ok. Alors, Christelle et Sacha ? Oui, en fait, nous, c'est vrai qu'on avait besoin effectivement de se structurer. Donc, comme Sacha l'expliquait, Shopify, ça a changé vraiment l'intégralité de notre process. Et on avait aussi besoin, je pense, d'être accompagné pour se conforter dans l'idée qu'on était en train de piloter, gérer. On a eu une masterclass ou je sais plus avec une DAF qui nous avait donné l'exemple qui nous a marqué. C'est le pilote en fait ne sort pas dans l'avion pour repasser le plateau repas. Et clairement, nous on fait ça en fait tous les jours. On gérait. Et il y a un moment en fait où ça fonctionne plus et on avait une nécessité de recruter quelqu'un en plus. Aujourd'hui, on est 4. On a eu la chance, en fait, on a démarré tous les 2. On a eu la chance de recruter une première personne qui a fait une reconversion professionnelle et qu'on a eu en stage pendant 3 semaines, puis en apprentissage, en certissage. Donc en interne, on a quelqu'un qui nous fait notre certis sur toutes les pièces, aussi de la bijouterie, de la joaillerie, un petit peu de finition de pièces aussi. Et donc grâce au programme Émergence, effectivement, on a passé le cap d'embaucher quelqu'un de supplémentaire sur la partie relations clientèle, sur le mailing, comme on fait comme toi, énormément de sur-mesure. Tout prend beaucoup de temps. Des fois, on échange 20-30 mails avec des clients sur des commandes sur mesure. Donc si on peut éviter de le faire nous, ça nous soulage un petit peu sur les parties, on va dire, plus créatives. C'était l'idée. Et on a récupéré aussi un nouveau local dans notre rue pour faire un studio photo, vidéo, un espace bureau, réserve et un espace off aussi pour nos salariés. Donc c'était des dépenses, on va dire, financières. On ne savait pas si on pouvait les assumer ou pas et nos coachs nous ont rassurés là-dessus. Et puis on a eu la chance aussi, grâce au programme, de faire nos 2 premiers showrooms parisiens dans l'appartement d'une de nos coachs qui nous a gentiment laissé à disposition son espace somptueux. Et on a pu faire un premier showroom au mois de mars qui a très bien fonctionné, où on s'était un peu emballé, on avait fait des créneaux d'1 demi-heure, donc on avait reçu 30 rendez-vous en l'espace de 2 jours, c'était un peu serré. Et là, on en a refait un au mois d'octobre où on a eu un petit peu moins de monde, mais justement, c'était l'idée de pouvoir prendre le temps de recevoir
des clients pour des projets de bague de fiançailles, d'alliances qui en général prennent du temps. On fonctionne comme ça aussi dans nos boutiques parce que c'est plus confortable pour faire du sur-mesure. Donc là, on voulait juste le réitérer sur les showrooms parisiens et ça fonctionne bien. Je pense qu'on le refera. Et Pauline, vous, dès le départ, vous avez pris quelqu'un pour vous aider, je crois d'abord une stagiaire, et puis après, petit à petit, vous avez augmenté les recrutements. Oui. Bah, moi, j'avais un peu des formations professionnelles, parce que venant d'un grand groupe comme les Galeries Lafayette, en fait, travailler 100% seul, c'était compliqué. Et donc, j'ai tout de suite eu quelqu'un, j'avais une stagiaire et un salarié pour gérer tout l'envoi des commandes Shopify, parce que nous, on glisse pas ça dans une enveloppe et ça peut partir. Nous, c'est souvent des gros trucs fragiles. Il faut emballer et surtout, en fait, et c'est pour ça que la curation c'était important à un moment donné que la marque émerge et prenne plus de place que la curation, parce que j'avais des produits de tailles totalement différentes en fonction de tel artisan ou designer qui l'avait fait. Et donc on a vraiment rationalisé l'offre, et c'est vrai que l'émergence m'a beaucoup aidée à ce niveau-là, sur le fait d'appuyer à un moment donné, d'avoir le courage, c'est ce que je disais en bas, c'est à un moment donné avoir le courage d'appuyer sur la touche stop et de regarder ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et exactement. Et il y a eu un énorme travail de rationalisation de l'offre, parce que moi j'avais vraiment encore une fois une déformation professionnelle. Je voulais enchaîner une collection après une autre. Je voulais toujours en fait être vis-à-vis du client final ou de la presse, je voulais toujours que la marque rayonne le plus possible, et ça a passé pour moi par des produits, par des lancements de produits, etc. Et donc j'avais mis une énorme pression à ce niveau-là, et qui tenait pas, parce que c'était pas rentabilisé, donc il y a eu vraiment un choix à un moment donné de définir une offre de produits permanents, de produits saisonniers, tout un travail sur la structuration de prix et de marge qui était hyper importante, et où tous les coûts étaient tenus, connus, maîtrisés. Et puis après, il y a eu la partie logistique, puisque encore une fois, nous, on a un gros sujet de fragilité, et avec le fait qu'on ait une distribution en wholesale, l'envoi de palettes aux quatre coins du monde, ça pouvait plus tenir manuellement chez nous. Et donc on a fait le test de prendre un entrepôt qui a été, un vrai logisticien, qui a été très compliqué à gérer parce que c'était pas du tout adapté en fait à notre structure, qui reste très artisanale, parce que moi c'est mes fonds propres. On est une toute petite équipe, là on grossit, mais on est nous. Il n'y avait pas une personne dédiée à la logistique, et encore une fois, le partenaire qu'on avait choisi l'année dernière, en fait, n'était pas vraiment compétent dans le fait d'envoyer des choses fragiles et précieuses, bref, voilà. Et là, on a trouvé la solution miracle, qui est que tout notre stock a été délocalisé et géré par notre verrier dans le sud de la France. Et donc c'est une personne, c'est la femme de notre maître verrier qui gère, et ça me va très bien. Ça respecte c'est une personne, c'est familial, c'est quelqu'un qui a fait, ça fait 30 ans qu'elle envoie des objets fragiles à travers le monde, et donc pour le moment c'est parfait. Si on fait l'exercice de prendre un peu un pas de côté, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant de lancer votre marque ? Alors, je comprends que Shopify, c'est un indispensable. Il faut démarrer dès le départ avec ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres tips que vous pourriez nous donner pour ceux qui voudraient se lancer ? On en parlait avec Myrtille tout à l'heure. Je pense que, en fait, pour être très honnête, je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir non plus, parce qu'en fait, si on réfléchit trop, je crois qu'on ne se lance pas. Moi, j'ai vraiment fait l'expérience avant de créer La Romaine. Je voulais m'associer avec une fille brillante qui avait fait HEC, qui avait travaillé avec moi aux galeries et tout. Et en fait, pendant une année, on s'était vus et on se voyait toutes les semaines. Et à chaque semaine, on défaisait ce qu'on avait fait la fois d'avant. Et en fait,
profiter complètement, je crois. Oui, parce qu'après, on n'a plus le temps de s'y consacrer. Enfin, moi, j'ai vraiment le sentiment que la phase où tout immerge, c'est là où tu es le plus créatif. Et en fait, on n'a pas conscience de ces moments-là parce qu'il y a une émulsion qui se passe. Et quand on est dans un roulement où en fait, on a des clients, on est pignon sur rue, donc en fait, ça déroule un peu de manière naturelle et organique. On est submergé par un travail qui arrive continuellement. Et c'était aussi l'avantage du programme Émergence, c'était de sortir la tête de l'eau, de prendre du recul, de se dire, mais en fait, ça fait longtemps que j'ai pas pris le temps pour dessiner, pour réfléchir, pour créer, même si je le fais tous les jours pour des clients, c'est pas la même chose que de le faire pour soi. Et c'est vrai que ce moment où tu construis aussi ton ADN, ta marque, c'est le moment qui est, je trouve, le plus créatif. On n'en a pas forcément toujours conscience sur le moment. Mais il faut en profiter. En tout cas, c'est pas évident de faire un pas de côté justement et de se dire où on en est, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, est-ce qu'on est toujours sur le même chemin. Voilà, je dirais ça. Et Oui, Myrtille. oui, si je peux ajouter quelque chose, parce que justement, souvent je me dis, oh là là, si c'était à refaire, je m'y prendrais pas du tout comme ça. Je prendrais 2 ans pour poser le projet, pour mettre toutes les bases, pour bien tout organiser, pour bien mettre tout au carré, etc. Et en fait, la réalité, si je dois être honnête, c'est que je pense que j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait si j'avais procédé comme ça, parce que, comme tu dis, il n'y aurait pas eu ces sorties de route, cette créativité, ces expérimentations, les moments où en fait on trafique des trucs, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Je suis assez d'accord. Et en fait, j'aurais probablement fait quelque chose qui existe déjà, parce que j'aurais voulu probablement rentrer dans des cases, rentrer dans des codes qui existent en me disant ben voilà, mon objectif c'est ça ou telle entreprise ou telle référence, et donc j'aurais voulu copier peut-être un modèle, et donc du coup ça n'aurait pas été personnel, alors que là en partant à l'aveugle, ça répond qu'à un instinct, donc il est forcément personnel et authentique. Donc oui, probablement des erreurs et des choses qui sont à réajuster tout le temps, mais probablement plus personnel. Oui, en fait, finalement, c'est de suivre une courbe d'apprentissage très entrepreneuriale avec ce concept de test and learn permanent où vous autorisez à prendre des virages créatifs, à prendre des partis pris. Et puis, bon, si ça ne marche pas, comme on est petit, agile, hop, on peut tout de suite... C'est ça. Et alors, quand on est artisan, créateur, donc il faut créer, il faut vendre, il faut aussi communiquer. Raconter son histoire, ça peut être un défi aujourd'hui dans un univers qui est quand même saturé de discours, d'images. Comment vous trouvez le ton juste pour mettre en valeur votre travail, rester authentique, comme vous le disiez, Sacha, à vos valeurs et véhiculer ce message auprès de votre audience ? Pour nous, ça a été assez simple, je pense, puisque étant photographe, j'ai la chance d'avoir Christelle comme mannequin, donc en fait, voilà, mannequin main, et en fait, ça s'est fait un petit peu comme ça. En fait, je rejoins un petit peu la discussion qu'on avait un petit peu avant. En fait, on avait besoin de faire des photos, donc en fait, on s'est pas posé 10 000 questions. Je me souviens au départ, quand on a commencé, on n'avait pas d'appareil photo, on a fait des photos avec nos téléphones qu'on a mis sur le site, et en fait, c'était pas grand-chose, mais au moins on avait fait un truc, et en fait, on a avancé un petit peu comme ça. Et puis en fait, c'était tout simplement, encore une fois, nous, mes photos de Christelle et du travail de Christelle, enfin de nous deux en tout cas. Et on l'a dans les échanges avec les clients directement. Comme on fait des rendez-vous physiques avec beaucoup de clients, on est nous-mêmes en fait avec eux, face à eux, donc il y a une vérité qui est là. Enfin, on ne peut pas faire semblant de véhiculer une image sur les réseaux, et généralement, c'est nous qu'on voit quand on vient dans les boutiques. On fait des rendez-vous à chaque fois, quasiment tous les deux, parce qu'on trouve que c'est sympa aussi quand c'est des alliances, d'être un couple face à un couple. Alors, vous êtes dans le schéma d'une marque très incarnée, en fait, avec les deux cofondateurs visibles et incarnés. Ok. Tout à fait. Ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est que n'ayant pas de formation de photographe à la base, en fait, je connaissais absolument rien à la photo. J'avais fait 2-3 photos avec l'appareil photo argentique de mon père, que j'ai toujours d'ailleurs. Mais la partie photographie, effectivement, surtout sur du bijou, est très compliquée et très complexe, en fait, avec la lumière, les reflets, les couleurs.
Il faut vraiment qu'on ait les bonnes couleurs, les beaux reflets. Et ça a été beaucoup plus long. La mise en scène aussi, voilà, des produits aussi sur le site ou sur Instagram a été assez compliqué. Ouais. Et puis ça fait partie aussi, voilà, de l'ADN aussi de la marque. On voulait vraiment proposer quelque chose de différent, déjà à travers effectivement les bijoux, mais aussi à travers les photos qu'on peut réaliser ou même les vidéos que je réalise aussi pour certaines créations. Donc le plus compliqué, effectivement, ça a été ça, de trouver la bonne formule pour la technicité, en fait. Voilà, ça a été ça. Et Myrtille, vous m'indiquiez que c'était en fait tout le travail que vous aviez mené sur la définition de votre univers et de votre style très épuré, qui vous a permis ensuite de poser les bases de votre communication sur les réseaux sociaux, mais également la refonte de votre site internet. Oui, en fait, j'ai repris des principes qu'on retrouve dans pas mal de formations de coaching, etc., qui sont d'identifier ses valeurs et ensuite de s'y tenir et de mettre en mots ou en images, de regrouper ce qui nous ressemble et ce qui nous définit. Alors, sur le papier, c'est simple. On se dit, faut choisir 3 valeurs. Bon, bah voilà. Et en fait, c'est très compliqué. Mais quand on a fait ce travail-là, qui était assez difficile, je dois reconnaître, pour moi ça a vraiment été une partie introspective qui était vraiment compliquée parce que comme j'ai toujours fait les choses de manière très instinctive, de venir mettre des mots dessus et le décrypter, c'était pas évident, mais on finit par y arriver, voilà, à force de cogiter. Et puis c'est vrai qu'une fois qu'on a posé ces valeurs et ces mots-clés et ces images clés et ces référents, après, c'est beaucoup plus facile de s'appuyer dessus parce qu'on a fait tout un travail d'élagage, en fait. C'est un peu comme si, dans un jardin, on arrive dans un jardin en friche et puis à un moment, on regarde et on se dit qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en valeur, qu'est-ce qui n'a pas lieu d'être. Et donc, il faut être patient et accepter que c'est un peu étape à étape. Enfin, en tout cas, moi, c'est... et je continue de le faire, d'ailleurs, d'affiner au fil du temps. Mais il y avait quand même des choses qui revenaient tout le temps, et c'est aussi les autres de revenir sur comment les autres définissent notre travail. Et c'est vrai que je devais quand même reconnaître que revenaient souvent des mots comme épuré, délicat, sensible, poétique. Alors moi, c'était des mots dans lesquels je ne me retrouvais pas forcément dans mon caractère, mais je dois reconnaître que c'est quand même une partie de mon travail. Ouais. Et Pauline, je crois que tout ce qui touche à la création, enfin la direction artistique et la préparation du shooting, ça c'est quelque chose qui vous plaît énormément, dans lequel vous investissez beaucoup, je crois. Oui. Bah, moi, c'est vrai que toute la partie image, identité de marque et tout, et communication, tout ça, c'était vraiment très, très mature, je pense, au moment où on s'est lancé. Encore une fois, moi, c'était là où j'étais le plus à l'aise pour m'exprimer. Et en plus de ça, j'ai été vraiment accompagnée par des vrais professionnels. Je me souviens, le premier travail vraiment d'identité de marque, tu vois, les valeurs, tout ça, je l'avais travaillé avec une de mes meilleures amies qui est aujourd'hui la directrice de la communication de Sœur, plus cette directrice artistique, Juliette, qui était chez Franck Durand et maintenant chez Chanel. Et c'est vrai que là-dessus, j'étais un peu... je savais que j'étais au niveau, quoi. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment des choses que j'ai plus qu'à dérouler. J'ai dû aussi apprendre à être plus souple aussi. Que toute cette grande charte, elle soit plus adaptable, parfois en fonction de budget, en fonction de l'équipe qui est en train de se structurer. Mais c'est vrai que... tout le travail, il a été fait de façon hyper pro et structurée. Et je pense que ça vient du fait que j'ai eu toute mon expérience professionnelle avant, aussi de l'exigence de toutes les marques que j'ai pu voir dans ma carrière, où en fait, pour moi, une marque, elle se crée avec une proposition originale. Tout est fait en interne ou il y a des personnes, des freelances qui vous accompagnent sur les shootings? Ouais. Il y a toujours cette DA qui nous accompagne depuis le début et qui est en free. Et les photographes avec qui on travaille. Moi, c'était aussi un choix, c'était de travailler avec des photographes qui aient une vraie signature, un vrai nom. Enfin, c'est vrai que moi, je me suis interdit, mais c'est peut-être... tu vois, à un moment donné, il faut que la marque elle soit facile, mais moi, je m'étais interdit de faire des visuels à l'iPhone. Et c'est vrai que c'est aussi une décision qui est hyper impactante dans ta stratégie, parce qu'il faut avoir les fonds derrière. Enfin,
C'est vrai qu'à un moment donné, je me suis retrouvée bloquée. Enfin, en fait, pour être très honnête, toute cette année-là, 2025, par tout le travail qu'on a fait avec Émergence, je me suis dit, bon, là, je fais plus de shooting. Parce que moi, mes shootings, parfois, ils dépassaient 15 000 euros. Enfin, j'avais une telle exigence là-dessus mais c'est pour ça qu'il a fallu tout remettre à plat tout pour rationaliser. repenser les budgets marketing. Ouais, exactement. Souvent, l'enjeu quand on a une marque qui se lance, c'est de petit à petit passer les échelons et de grandir sans se dénaturer. Comment au quotidien on trouve le bon équilibre entre une production qui est maîtrisée et en même temps un développement commercial? C'est un petit peu l'échange préparatoire qu'on avait eu, Christelle et Sacha, sur aujourd'hui votre rythme de croisière qui fonctionne très bien avec vos 2 boutiques à Lyon qui tournent et en même temps l'envie qu'on sent chez vous de se développer en France mais aussi à l'international. Voilà. Comment on fait au quotidien pour faire bouger les paramètres tout en restant en prise avec la création, qui est un de vos soucis? Oui, complètement. Christelle. Je rebondis juste aussi sur la question d'avant, en fait, parce que c'est vrai que ce qui est aussi important, c'est de se dire qu'on fait des métiers qui sont visuels avant tout, et on a, je pense, à un moment donné, le sentiment que ça parle de soi. Ça me rappelle encore une fois ce même prof de sculpture qui nous disait on va vous apprendre à donner à voir. Et je trouve ça pas toujours facile de devoir le justifier, l'expliquer, argumenter, alors que finalement la sensibilité elle est là. Et ce qui est chouette, c'est quand un client l'aperçoit sans qu'on ait besoin en fait d'un manuel pour l'expliquer derrière. Petite parenthèse sur la question précédente. Et donc pour en revenir à cette question, effectivement, nous c'est vrai qu'on est un peu sur 2 axes et c'est ce qui a été compliqué dans le programme Émergence. Je pense qu'on n'a pas été très clair dès le départ. Il y aura des nouvelles sessions. Et du coup, ça restait pas très clair pendant toute l'année parce qu'effectivement, on n'a pas su trancher entre le fait d'avoir conscience d'avoir des modèles phares qui perdurent depuis 10 ans et qui plaisent toujours autant, qui aujourd'hui ont la lumière qu'on leur apporte, nous, à notre niveau et notre échelle qui est quand même moindre. Demain, si elles avaient la possibilité d'avoir plus de rayonnance, peut-être qu'effectivement, ça pourrait vraiment fonctionner. À savoir que notre force de production aujourd'hui, elle est en interne. On est 2, donc Floriane et moi, à l'atelier. Bien évidemment, on travaille avec une fonderie lyonnaise, donc on produit tout à Lyon de A à Z. Donc il faudrait travailler exclusivement avec cette fonderie pour pouvoir avoir une force de prod plus importante. Mais effectivement, il y a ce côté un peu, j'ai bien aimé le terme de maison d'art hier, dans le sens où faire des créations uniques, sur mesure, vraiment d'exception, peu importe la matière, que ce soit effectivement de l'or, des diamants, le fait d'être vraiment dans un objet d'art finalement qu'on ne reproduit pas, ce qui pourrait être numéroté sur des séries limitées aussi, très limitées. C'est un peu la dualité et on n'est pas forcément raccord tous les deux sur cette vision. Je sais que Sacha aime l'expérience client et donc du coup lui il s'imagine plutôt avoir des boutiques, on va dire, dans certaines villes du monde, dans un idéal absolu où on pourrait avoir toute la DA et vraiment entre guillemets contrôler un petit peu la... Effectivement, comme le disait Christelle, on a 2 styles différents, on va dire, enfin 2 idées en fait différentes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des collections, on a des lignes qu'on propose quotidiennement, qu'on peut ajuster, on peut faire du semi-mesure, donc c'est-à-dire on peut modifier certaines créations, la couleur, les pierres, etc., ou ajouter du détail. Mais aujourd'hui, on fait beaucoup de sur-mesure, et vraiment beaucoup. Et c'est vrai que la dernière expérience, la plus belle expérience qu'on ait eue, c'est cette fameuse commande qu'on a eue l'année dernière durant le programme Émergence. Sur cette création exceptionnelle qu'on a livrée à notre client à Chicago. On a passé 6 mois de travail, tous les 3. Vraiment, ça nous a motivés, ça nous a boostés. En fait, on a beaucoup aimé ça tous les deux, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a des collections qu'on peut aussi proposer. Donc peut-être que l'idée, c'est de trouver justement cet équilibre qui n'est pas facile à trouver en vrai, mais proposer peut-être 2 axes, peut-être des collections plus commercialisées en fait, on va dire, et de l'autre où on peut s'amuser en tout cas à créer vraiment des pièces sur mesure d'exception, mais j'avoue que l'équilibre il n'est pas facile à trouver, ouais. C'est toujours difficile. Dans les alliances, on fait encore des gravures à la main, donc vraiment avec juste comme une aiguille dans à peine 2 mm d'épaisseur.
on réalise les gravures des clients directement dans la cire avant la fonte. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils affectionnent particulièrement. Demain, si on part sur une production plus importante, clairement, c'est plus moi qui vais faire les gravures à la main dans les alliances. Et c'est ça aussi qui fait partie de notre proposition. Donc produire en plus grosse quantité, ça serait certainement aussi restreindre ces détails qui n'en sont pas. Oui, un risque de dilution un peu de l'identité de ce qui a fait la signature de la maison. Myrtille, je crois que vous aussi, vous réfléchissez au développement dans les prochaines années à Atelier Monochrome, parce que là, aujourd'hui, vous réalisez toute la production en interne. S'il devait y avoir une augmentation des commandes et des projets, ce que je vous souhaite bien évidemment, ça veut dire qu'il faudrait passer à une autre échelle, c'est ça ? Oui, ce qui se passe déjà en fait cette année. J'ai vu déjà en début d'année le problème arriver. C'est un quality problem, comme on dit, mais qui m'a mis en grande difficulté pour arriver à suivre, parce qu'en fait, une commande qui finalement s'est décuplée, le client a rajouté des quantités, et ça a été vraiment très compliqué de suivre pour pouvoir livrer. Et puis c'était pas le projet initial, donc c'était pas très agréable comme situation. Je me suis retrouvée en fait un peu prise en otage par la situation, mais du coup ça m'a permis de beaucoup réfléchir à comment ne plus me retrouver dans cette situation. Et en fait maintenant je commence à travailler avec une manufacture, et je pense que le bon côté, c'est-à-dire que je reprends mon rôle de DA en fin de compte, où je vais être sur la partie création, je vais créer le projet, dessiner, faire les prototypes, etc. pour le client. Et ensuite, s'il y a du volume, c'est pas un souci parce que la manufacture est capable de le réaliser. Elle, c'est son cœur de métier. Au contraire, plus il y a de volume, plus elle est contente. Et puis c'est aussi le plaisir de faire travailler un savoir-faire français, parce que c'est des manufactures à Limoges qui ont des savoir-faire d'exception. Donc en fait, j'y trouve mon compte autrement. Voilà. Donc petit à petit, vous avez mis en place les jalons pour pouvoir développer exactement. Atelier Pour Monochrome. Pas refuser les projets, parce que c'est quand même des beaux projets qui sont des projets intéressants, mais pouvoir les mener différemment. Et vous, Pauline, donc l'année 2025, ça a été une année de transition. Là, comment vous envisagez la suite avec votre business model? De ce que je comprends, la partie wholesale est bien installée. Et maintenant, vous allez peut-être pouvoir, dans un effet inverse de Sacha, Myrtille et Christelle, justement peut-être redonner plus de place à des petites capsules, des choses plus sur mesure, en fait. Oui. En fait, oui. Il y a nous, le wholesale, c'est vraiment 80% de notre chiffre d'affaires. Donc, l'idée, c'est de le consolider et de le développer. Donc, qui est vraiment avoir quelqu'un qui est dédié au commercial et de toujours faire ces périodes de showroom qui suivent les périodes de Design Week pour aller chercher des clients au wholesale. Et après, effectivement, c'est redonner un peu d'attention à la partie retail physique, donc offre boutique et offre e-shop, avec des collections peut-être redonner un peu de surprise, un peu d'offres qui soit géré en direct, donc avec des messages. Je suis encore en train d'y travailler. Mais juste pour revenir à ce que vous disiez juste avant, c'est que moi, je fabrique pas moi-même, mais en revanche, quand je faisais fabriquer un artisan ou une céramiste à Paris, en fait, assez vite, comme j'ai eu une distribution en wholesale, je me suis retrouvée hyper coincée parce que je me souviens d'une commande de Lane Crawford, qui est le plus grand magasin de Hong Kong, qui m'a fait une commande de 80 000 €, uniquement de céramique, enfin uniquement d'assiettes de ma céramiste à Paris. Et je lui ai dit tiens, il y a ça. Et elle m'a dit mais non, je pourrais pas. Et je me suis retrouvée un peu comme toi, en prise en otage, en mode genre, c'est 80 000 €, donc en fait si, on va les faire. Et voilà. Et donc là j'ai trouvé en fait vraiment la partie verrerie et la partie céramique. Et donc je travaille avec ces deux manufactures différentes. Et la manufacture a pris le relais et ils ont livré. Et voilà, et on continue à travailler. En fait, c'est vraiment comme ça que ma partie curation, édition d'artistes, en fait, tout d'un coup, elle est devenue
elle s'est professionnalisée parce que j'ai eu cette demande de volume assez rapidement. Mais c'est vrai que ça s'est pas fait dans la douceur. Mais je trouve ça aussi plus logique. Et c'est vrai que des céramistes, le plaisir de faire à la main dans son atelier, tout d'un coup de se rendre compte qu'on a 1000 assiettes à faire, je pense que ça devient l'horreur, quoi. C'est pas le même métier en fait. Tes clients, eux, c'est pas gênant en soi En fait, je pense que pour ma clientèle directe, donc sur le e-shop, je pense que peut-être, mais comme elle est devenue, elle était petite et elle est restée petite, j'ai fait le choix pour le moment de pas trop. Et après, d'un point de vue vraiment professionnel, en fait, ma fabrication, elle était aussi plus solide, passe au lave-vaisselle. Il y avait moins ce geste manuel, même si ma manufacture, elle travaille tout à la main, mais un peu plus maîtrisée. Et je pense que par rapport à notre business model, je pense que c'est plus cohérent. Maintenant, ce que j'aimerais renouer, et c'est ce que tu évoquais juste avant, c'est que avec la boutique, je vais pouvoir recommencer à retravailler avec certains céramistes sur des pièces beaucoup plus limitées, et de dire voilà, ça c'est un drop, venez en boutique ou achetez en ligne, mais c'est fait à la main, et il y a 20 pièces, 30 pièces, 50 pièces, et ça ne sera pas un wholesale. Alors pour développer sa marque, il y a bien sûr le levier de l'augmentation des volumes de la production. Il y a également celui de la visibilité, de la notoriété. Et pour ça, les collaborations s'avèrent parfois très utiles. Est-ce que vous avez fait l'expérience de collaboration artistique par le passé et si oui, est-ce que vous avez des enseignements à partager, ou au contraire, est-ce que ça fait partie de vos projets, mettons pour 2026, de développer cet axe-là? Moi, j'en avais une trop belle qui devait sortir ce Noël avec APC, et qui devait faire un petit marché de Noël, et ils ont changé complètement de stratégie, et ils avaient validé toute une commande, et en fait début septembre ils sont revenus totalement en arrière. Donc c'est décalé ou c'est... Je sais pas. Ok. Ils ont viré tout le monde, donc je sais pas. Mais en tout cas, moi j'attends un peu la grosse collab avec une très jolie marque type APC qui permettrait de prendre de la notoriété, mais aussi des commandes en volume. Donc commercialement, ça soit aussi intéressant. Après, j'ai fait plein de petites... J'avais fait une première collab avec Yasmine Eslami sur une capsule de linge de lit. Bon, c'était plus... c'est plus amical qu'autre chose. C'est une façon d'animer la marque, mais je n'ai pas trouvé que c'était particulièrement stratégique. Après, quand j'ai des clients comme par exemple Jean-François Piège qui achète pour ses restaurants notre vaisselle, oui, c'est trop chouette, mais moi, j'ai pas encore eu de collab qui a changé radicalement la face de mon business, mais je pense qu'en effet, avoir une collaboration avec une marque vraiment beaucoup plus connue, je pense que ça aura un impact. Ok, donc ça, c'est un projet. C'est un projet. Et Christelle et Sacha? Oui, alors nous, on en a fait deux. Une première, mais ça remonte quasiment à une dizaine d'années. En fait, ça s'est trouvé, c'était quelqu'un avec qui j'étais à l'école Émile Cole, donc une illustratrice, qui avait monté un blog à l'époque, donc avec sa propre notoriété. Et c'est vrai qu'elle avait vraiment une communauté, je pense d'une quarantaine de followers sur Insta, qui la suivaient, mais vraiment... dès qu'elle faisait des ventes d'originaux, tout partait. Enfin, vraiment, ils étaient très assidus. Dès qu'elle faisait des dédicaces, tout le monde arrivait. Donc, on l'a fait en fait comme on était à l'école ensemble. C'était très naturel et pour le coup, c'était une véritable collab artistique. L'idée, c'était pas juste de faire genre. Et donc moi, j'avais fait des plaques en fait comme des médailles un peu martelées, un peu irrégulières. Et elle, en tant qu'illustratrice, elle venait en fait dessiner avec une pointe directement sur les médailles et donc signer au dos. Et on avait fait des séries limitées en argent noirci avec des diamants noirs et en vermeil avec des diamants blancs. Et j'avais accumulé en fait des petites sculptures de symboles alchimiques, des petites lunes, des étoiles, des clés qui venaient en fait se mettre en breloque en plus. Et elles sont toutes parties, ça a très bien fonctionné. On a même un peu eu peur au niveau logistique parce qu'on avait fait
inscriptions pour jauger un peu de combien de personnes allaient venir, en sachant qu'on avait une boutique de 15 mètres carrés et il y avait 100 inscrits. Donc c'était au mois de décembre, il faisait un peu froid dehors, c'était compliqué. Voilà, donc bon, on avait trouvé des astuces pour répartir un petit peu les gens et ça avait très bien fonctionné. Donc on s'était dit génial. Et encore la semaine dernière, quasiment 10 ans après, on a des clients qui ont fait 16 heures de route d'Allemagne pour venir acheter leurs alliances chez nous parce qu'ils avaient découvert avec cette collab-ci. Donc c'est fou. Après, on en avait fait une seconde avec une tatoueuse, Sacha Tattooing, qui a une dizaine de salons de tatouage dans le monde, qui aujourd'hui est basée à Los Angeles et qui, pour le coup, avait, 600 000 followers. Mais ça nous a biaisé complètement le rapport. On s'est dit, oh là là, mais si on vend ne serait-ce que 1% des personnes qui la suivent, ça va être génial. Et on avait fait le modèle Peony, qui est d'ailleurs dans la boîte, donc la pivoine, qu'on avait fait en vermeil, comme ça, avec des cristals de roche, et une version en argent noirci. Donc on avait vraiment un esprit tatou, comme elle faisait beaucoup de tatouages de pivoine, en fait. Et ça a moins bien fonctionné, bizarrement, compte tenu de sa notoriété, que cette première collab. En fait, je pense que l'engouement, il est important de saisir aussi à quel point les gens sont suivis par ce qu'ils montrent ou vraiment suivis par ferveur et conviction. Et depuis, voilà, on n'en a pas refait. On avait fait juste quelques pièces pour un duo d'artistes, des DJ qui s'appelle Adriatique, qu'on aime tous les deux. Et donc, on avait fait le logo de leur label, Siamese, mais qui vendait sur leur site. Mais c'était pas vraiment une collaboration, quoi. Donc, oui. Ouais. Et c'est vrai qu'en soi, on a envie de le faire, mais sur des réels collabs artistiques, enfin pas juste un influenceur et il faut que ça fasse sens. sur voilà, une idée qu'il aurait pu donner et nous on est les mains, enfin clairement pas. Et Myrtille, est-ce que vous avez déjà fait des collaborations ou est-ce que c'est en projet pour la suite? Oui, j'essaye d'en faire en fait une par an, mais c'est pas tant dans une démarche de communication. Enfin, après, c'est toujours bien d'avoir une actualité et ça permet de présenter des nouvelles choses. Mais c'est surtout personnel pour travailler avec d'autres gens. J'aime bien travailler avec d'autres artisans. Donc j'ai travaillé avec une fille qui fait du pojagi. C'est du patchwork coréen. On a fait des luminaires ensemble avec Alexandra Chalot. Avec des architectes d'intérieur, on a dessiné une lampe ensemble, la lampe Simone. Voilà, il y a des projets comme ça, mais c'est plutôt dans l'idée de sortir un petit peu de mon univers, de faire autre chose, de travailler autrement, que vraiment dans une idée de se faire connaître. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée, c'est à creuser. Après, j'ai remarqué aussi que quand on m'avait sollicité pour une collaboration sur un produit de beauté, pour prêter des objets, fleurs, coupelles, etc., pour le shooting. Et en fait, même si la marque avait une belle notoriété, en fait, comme c'était pas le même sujet, finalement, ça n'a pas apporté... Oui, ça devient plus un faire-valoir qu'autre chose et il n'y a pas vraiment de retour. Parce que les gens qui s'intéressent à la beauté, sur le moment, un produit de beauté ne s'intéresse pas à la céramique. En fait, ils ne sont pas dans le même mood. Donc voilà, donc c'est pour ça que je n'ai pas trop été dans ce sens-là. Mais oui, je suis sûre qu'il y a des collaborations qui sont probablement très intéressantes d'un point de vue commercial. J'avais également aussi une question s'agissant de la responsabilité, tout ce qui touche à l'univers RSE. Alors, généralement, quand on est artisan, l'analyse du cycle de vie est plutôt bonne et l'éco-score aussi, parce qu'on est sur des petites séries avec une production artisanale et totalement sourcée. Comment on met en valeur tous ces engagements, au final, sans que ça devienne un frein si jamais vous êtes appelé à grandir et à faire évoluer votre production et le business model? Est-ce que du coup on n'en parle pas trop ou on n'en parle qu'à l'oral? Est-ce qu'il y a tout un paragraphe qui est concerné qui est relatif à ça sur le site internet? Comment vous dealez avec cette problématique-là? Nous, particulièrement sur la joaillerie, effectivement, l'intégralité de nos partenaires sont labellisés, sont déjà à Lyon, et sont labellisés RJC, donc Responsible Jewelry Council, pour l'approvisionnement des métaux, mais aussi sur les pierres. On respecte aussi le processus de Kimberley qui nous impose de s'approvisionner sur des zones hors conflit, en fait, pour ne pas financer de conflits armés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a toujours travaillé depuis nos débuts. On sélectionne évidemment aussi les personnes avec qui on travaille, justement pour leur sens des responsabilités aussi.
Mais effectivement, on le communique beaucoup avec nos clients en direct en boutique. C'est aussi évidemment noté sur notre site internet, sous chaque produit, dans les détails. C'est devenu quelque chose de très important pour tous, et nous aussi depuis, voilà, comme je l'ai dit, depuis nos débuts. Donc c'est important de le partager et de faire connaître aussi tous ces labels qui sont finalement peu connus, parce qu'après il en existe encore d'autres, Chain of Custody par exemple, enfin voilà. Et puis oui, on en discute beaucoup. C'est important de le partager. Ouais. Je ne sais pas comment ça se passe pour. Oui, moi aussi, il y a des critères à respecter. Notamment, j'avais eu des fèves à faire pour une maison de luxe. J'avais fait tester la fève pour avoir un certificat Food Safe. La marque ne l'a pas demandé, mais j'ai préféré le faire au cas où, par principe et par précaution. Là, pour la réalisation d'un projet, la manufacture avec qui je travaille fera l'objet d'un audit et d'une visite auprès de la marque, parce que la marque veut s'assurer des conditions de travail, etc. C'est quelque chose qui est très important pour eux maintenant. Alors je ne sais pas s'ils le font parce qu'ils doivent le faire ou s'ils le font parce qu'ils ont envie de le faire, mais en attendant, oui, c'est très surveillé. Et il y a des matières à respecter, des terres qu'on ne peut pas utiliser pour la vaisselle parce qu'elles ne sont pas compatibles, ou alors il faut les émailler pour protéger de l'aliment. Oui, il y a des règles à suivre et c'est très, très surveillé. Et Pauline aussi, a ce même cadre. Sur la partie verrerie, c'est du verre recyclé et c'est fait en Provence. Donc à partir de ce moment-là, au niveau RSE, on coche pas mal de cases. Voilà, disons, moi je trouve qu'à notre échelle, je communique pas 100% dessus. J'ai pas fait les démarches pour avoir les labels, etc. Mais je crois que ça tombe vraiment sous le sens à partir du moment où on parle d'artisanat. Après, effectivement, il y a des certificats. Moi aussi, j'ai eu pour certains. C'est surtout pour l'Asie, sur le verre, c'est sur l'utilisation de. Je sais plus quoi d'ailleurs. Mais oui, une fois qu'on a un certificat, mes deux manufactures peuvent les justifier auprès de certains clients qui les demandent. Mais surtout, la partie RSE, je trouve qu'elle fait vraiment. À partir du moment où on dit que c'est fait en France, fait en Provence. Ça parle vraiment de RSE naturellement. Ça fait naturellement, ouais. D'accord. On arrive à la fin de cet échange. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Plein d'argent. C'est noté. Plein de commandes. Plein de commandes, ouais. De la joie et de la bonne humeur. Et aussi du temps. Du temps, ouais. Le temps, on court tous une fois qu'on a eu de l'argent, on peut acheter du temps. S'il y a du temps à vendre, je crois que on serait tous très intéressés. Mais effectivement, je pense que le temps, on court tous après. C'est ce qui nous manque le plus. On est tellement, pour notre part, on est tellement pris par les commandes des clients, avec parfois des délais qui sont très courts. Donc en fait, on est pris dans cet engrenage de fabrication, continuel. Et on aimerait bien avoir du temps aussi pour pouvoir créer des pièces dont on a des idées, en plus on a plein d'idées, mais en fait on n'a pas le temps de les mettre en place, en fait, toutes ces idées-là. Donc du temps. Donc on a fait la wishlist, c'est super. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? On a été tellement clair, il n'y a pas de questions. Eh bien, écoutez, un grand merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.